Good Morning Business, le grand entretien. Nouvel exposant. Bonjour à tous, je suis donc avec Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France. Bonjour Nicolas Dufourcq. On va évidemment parler de cet événement qui nous réunit aujourd'hui, le salon Global Industrie. Ça fait partie effectivement des différentes étapes pour réindustrialiser notre pays. Vous allez nous dire si on va y arriver. On va parler aussi des gros dossiers industriels du moment parce que vous êtes souvent actionnaire des gros dossiers. Stellantis, Atos, Alstom, on en parlera. Ouais. Atos, pas encore, peut-être demain. On va voir ça. En tout cas, on va commencer par ce salon. Oui. Il y a des études un peu contradictoires sur la réindustrialisation. Certains, comme Trendéo, nous disent qu'on est un peu en pause. Est-ce que vous êtes toujours confiant? Est-ce qu'on va y arriver à inverser la tendance et à faire revenir les industries, les emplois, les technologies de notre pays, Nicolas Dufourcq? Oui, non, je suis toujours confiant. On a toujours été lucide aussi, attention, on n'a jamais dit que ce serait facile. Ça va prendre des années. On a depuis le début de la réindustrialisation de la France, en 2017, on va dire, créé à peu près 100 000 emplois. Ouais. Pour arriver à notre objectif qui est 12% du PIB au-delà de 2035, il faut créer 600 000 emplois de plus. Donc c'est considérable. Voilà, donc c'est sûr que pour arriver à l'objectif, il va falloir redresser un peu la tendance. Là, on est grosso modo à plus 1,5% par an. Il faut qu'on monte à plus 3,5% par an. Voilà. Donc il va falloir plus d'ouverture d'usines. Cela dit, on ouvre beaucoup d'usines. Ce qu'on ouvre, c'est des usines innovantes. Alors évidemment, il y a des usines pas innovantes qui continuent de fermer, mais l'industrie, c'est comme ça. L'industrie, c'est plastique, c'est comme ça depuis toujours en réalité. Et donc, il faut regarder les tendances. L'observatoire que BPI France a publié la semaine dernière, il est quand même tout à fait intéressant. Ouais. Il est positif. On est en forte augmentation d'ouverture d'usines innovantes depuis l'année dernière. Depuis le démarrage du plan start-up industriel, on a créé quantité de start-up industriels en France. On en reçoit beaucoup sur le plateau, c'est vrai. Vous en recevez beaucoup sur votre plateau. Voilà, donc il faut prendre un tout petit peu de recul. Il faut aussi lutter contre une tendance assez française qui consiste à se dire non mais finalement... On n'y arrivera pas. C'est vrai, on est vraiment des nuls, quoi. Ouais. Ça, c'est très français, mais c'est pas nous. Qu'est-ce qui bloque le plus? Vous disiez, on était sur une tendance de plus 1,5%. Il faudrait qu'on soit à 3% pour atteindre les objectifs, fixés notamment par le gouvernement et France 2030. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que ce sont les talents? Des salons comme ça, évidemment, c'est pour, on espère, faire naître des vocations, aussi mettre en relation les PME, les ETI, les grandes entreprises. Est-ce que ce sont les talents ou est-ce que ce sont les capitaux? Il faut plus de tout. C'est simple, il faut plus de tout. Il faut plus de foncier, il faut plus de jeunes qui deviennent ingénieurs, il faut plus de filles ingénieurs, il faut plus d'ingénieurs dans l'industrie parce que 2/3 des ingénieurs vont pas dans l'industrie. Voilà. Il faut plus de techniciens sortis des BTS, il faut plus d'intelligence artificielle, il faut plus de capitaux, c'est tout à fait clair. Il faut que le monde financier aille vers une sorte de, je dis toujours, de prise de risque un peu rugissante à l'américaine sur des nouveaux projets industriels. Il faut probablement aussi plus de garanties publiques pour dérisquer un peu l'argent privé. Ouais. Mais il faut plus d'argent privé. Il faut plus de tout. Vous dérisquez beaucoup les projets, parce que souvent quand BPI est autour de table, ça donne confiance. D'ailleurs, vous mettez de l'argent un petit peu partout. Comment on fait pour choisir les secteurs technologiques sur lesquels on a envie d'investir et dans lesquels on croit? Vous arrivez Vous avez une boule de cristal pour savoir quelles sont les technologies qui vont perdurer? Non, ça est assez. Il y a deux dimensions qui se rejoignent. Il y a, on va dire, l'écoute des territoires. Ouais. Parce qu'après tout, c'est les entrepreneurs qui prennent leurs risques. C'est eux qui ont mis leur maison au clou. Donc il ne faut jamais oublier ça. Donc on écoute les entrepreneurs. C'est tout ce qui est bottom-up. C'est au fond les dossiers qui nous sont présentés de partout, dans toutes les vallées, dans tous les territoires, etc. On les sélectionne, bien entendu. On sélectionne comment? On teste l'entrepreneur sur sa capacité à exécuter sa promesse, tout simplement. Ouais. Est-ce qu'il a la bonne vision sur un bon marché? Est-ce qu'il sait compter? Est-ce qu'il a assez de capitaux, etc. Bon. Et puis par ailleurs, il y a le plan France 2030 qui, lui, est descendant. Autour de 37 stratégies qui ont été établies par la commission de Benoît Potier à l'époque, quand il était président d'Air Liquide. Qui dit priorités et les 5 priorités nationales conditions. Qui sont grosso modo les mêmes priorités que celles de la Corée, que du Japon, que de l'Allemagne, etc. Il n'y a rien de particulièrement spécifique à la France, on va dire, mais ces grandes priorités justifient des volumes de subventions importants accordés
à ces verticales industrielles qui ont été choisies. Et nous, on est au milieu de tout ça. Donc, on attribue les subventions de France 2030, on finance les projets des entrepreneurs qui nous sont présentés dans nos 55 directions régionales. Vous avez beaucoup de travail en ce moment parce qu'il y a tous ces projets qu'on va financer, ce qu'on va voir ici, notamment sur le salon. Mais il y a aussi des grands dossiers industriels qui sont dans l'histoire de notre économie depuis des décennies et qui sont compliqués. On va parler d'Atos, par exemple. On a reçu le patron de la Caisse des dépôts, Éric Lombard, qui nous disait que oui, il était envisageable que la BPI vienne dans le dossier en tant qu'actionnaire minoritaire. Quelles sont les conditions pour que vous rentriez dans ce dossier? Est-ce que vous attendez qu'un gros investisseur se manifeste avant d'entrer avec lui? J'avais eu l'occasion de le dire sur votre antenne quelques jours avant qu'Éric n'intervienne également. C'est très simple. Atos, c'est deux choses. C'est une grosse société d'informatique. Infogérance classique. Infogérance classique. Et puis, c'est effectivement les ordinateurs hyperscalés. Ouais. Et donc sur la partie classique, il y aura probablement une concurrence entre le groupe de Daniel Kretinsky et le groupe de David Layani. David Layani. Bon, on va laisser ça se faire. Moi, je n'ai aucune raison que la BPI intervienne dans... D'accord. C'est sur les 10% un peu qu'on appelle stratégique. Mais sur la partie qui est la partie, on va dire, un peu plus souveraine. Bien sûr. Il faut qu'il y ait un acheteur majoritaire. Et s'il y a un acheteur majoritaire qui souhaite avoir la BPI en minoritaire, on regardera. Ouais. Voilà, mais je apparemment, peux confirmer ça. Maintenant, il faut qu'il y ait un acheteur. Ceux sur lesquels on comptait, c'est-à-dire Airbus a jeté l'éponge, voilà. Thales, Dassault, pour l'instant, n'ont pas l'air très candidats. Non. Donc ni l'un ni l'autre. Je ne peux rien vous dire, moi. Encore une fois, la BPI ne peut pas être majoritaire. Majoritaire, ça voudrait dire qu'on nationalise. Donc c'est même pas dans nos statuts, dans notre mandat, on ne peut pas le faire. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un en face. Ouais. Alors, autre dossier, Alstom, vous êtes comme le deuxième actionnaire, me semble-t-il. Oui. Alstom qui va pas très bien, on a vu le cours de bourse qui dévisse. Est-ce que c'est possible que vous remettiez au pot, au capital, sur une valeur de titre qui a beaucoup baissé? Alstom a vécu. Donc c'est pas une entreprise qui va pas très bien. Non, elle va bien, elle a beaucoup de carnet de commandes et plein. Mais elle ne délivre pas. Qui va plutôt pas mal. Simplement, elle vit dangereusement du point de vue du cash depuis longtemps. Ouais. Bon, voilà. Donc il y a un certain nombre d'équilibres bilanciels qu'il va falloir corriger. Et nous serons à la manœuvre. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est une entreprise cotée. Bon, le fait que Bouvard Lafarge ait perdu son titre de président, c'est un directeur général et que Petit Colin prenne la présidence en quelques semaines, c'est un désaveu pour lui? Je ne sais pas si c'est un désaveu pour Henri, simplement c'était l'occasion d'aligner la gouvernance de Alstom sur les bonnes pratiques de la place. Vous dites pas, c'est pas un désaveu, vous dites je sais pas si c'est un désaveu, c'est pas pareil comme réponse. Non, mais moi au fond, c'est une entreprise mondiale, c'est une fierté nationale. Elle a une part de marché considérable. Le fait qu'il y ait Petit Colin qui a toute son expérience de chez Safran, notamment dans un métier qui est un métier de projet, c'est une très bonne nouvelle pour Alstom. C'est une bonne nouvelle pour Henri aussi. Ils s'entendent bien et ils vont travailler ensemble. Stellantis, décidément vous êtes partout, vous êtes aussi actionnaire, oui. 6-7% de mémoire. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un bras de fer là, entre la partie italienne et la partie française, entre Meloni et le gouvernement français? Est-ce que c'est compliqué la gouvernance de Stellantis aujourd'hui? Non, pas du tout. Non, alors pour le coup, la gouvernance de Stellantis n'est pas compliquée du tout. Bon, simplement, Stellantis est une entreprise multinationale avec quantité d'usines aux États-Unis, en Asie et effectivement en France et en Italie. Et il y a en ce moment une très forte tendance italienne à se plaindre du fait que la botte italienne est oubliée. Il n'y a pas que dans ce dossier-là. Bon, il faut résister à cette tendance un peu nationale italienne à considérer qu'on les a oubliés. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Voilà. Donc Carlos Tavares fait ce qu'il peut pour construire un groupe mondial en tenant compte des compétitivités relatives des différents pays, bien entendu. Je pense qu'on peut dire que la compétitivité italienne n'est pas telle qu'on puisse fabriquer en Italie une entrée de gamme électrique. C'est comme ça. Mais pour le reste, l'Italie n'est pas oubliée de Stellantis. Parler de gouvernance, Carlos Tavares dont le salaire est de 23 millions pour aller jusqu'à 36 millions sur 2023. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est fait partie des règles internationales ou est-ce que c'est trop? Bon, moi j'ai toujours dit à Carlos Tavares en particulier, mais à la gouvernance de Stellantis, que je m'abstiendrai sur ces questions de rémunération parce qu'on est arrivé à des niveaux qui sont effectivement à l'américaine, pour un groupe qui est essentiellement américain, bon, c'est comme ça, mais qui peuvent en effet ne pas être tout à fait comprises en Europe. Stellantis, Renault, c'est viable à long terme ou est-ce qu'à un moment donné, il faut les rapprocher? On voit que parfois, Luca De Meo a l'air d'envoyer des petits signaux
sur l'idée d'un rapprochement? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'en a pas parlé en conseil d'administration de Stellantis. Au moins, ça, c'est clair. Voilà. Et vous, ça vous semble... Non, mais à distance, honnêtement, même mes équipes n'ont pas travaillé sur le sujet. Donc là, c'est un pur citoyen qui lit la presse et qui écoute BFM qui peut s'exprimer et qui dit bon, il y aura peut-être quand même des sujets de compétition. Voilà, évidemment, Global Industrie va vous occuper pendant quelques jours. Oui. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre en relation, par exemple, des investisseurs avec des PME avec des grands groupes. Vous allez faire votre marché, vous aussi, vos équipes vont faire leur marché? Oui, ouais. Absolument. Les 55 directeurs régionaux de BPI France sont montés sur Paris pour être à la rencontre de leurs clients. Non, mais on ne peut pas avoir une industrie fière d'elle-même si on n'a pas un très grand salon. Voilà, c'est tout. Les Allemands ont un salon extraordinaire à Hanovre, qui est à chaque fois une démonstration de puissance et puis l'occasion aussi de reconstruire cette espèce de fierté collective qui est celle de la French Fab, du mouvement de l'industrie française. C'est quand même le mouvement de la renaissance industrielle qui passe beaucoup par la confiance en soi. Bon, ensuite, la vie des affaires, ça consiste à déambuler quand même beaucoup. Vous devez déambuler dans les allées, rencontrer des clients, des partenaires potentiels, vous donner des idées stratégiques. Il va y avoir 3000 machines sur ce salon, vous vous rendez compte? 3000 machines, donc c'est aussi l'occasion pour nos jeunes de venir voir ce que c'est que l'industrie. Et demain matin, avec Roland Lescure, on sera dans un bus qui emmènera une quarantaine de jeunes venus d'une école pour aller visiter le salon Global Industrie. Il va y avoir beaucoup de jeunes qui vont venir pendant les 3-4 jours. Moi, je suis très fier d'être le président de ce salon pour la deuxième année consécutive. C'est une occasion en or d'incarner les choses, de donner... Les gens sont de plus en plus visuels, vous savez. Et si vous voulez voir ce que c'est que l'industrie, vous venez ici. Du 25 au 28 mars, Paris Villepinte par des expositions. Merci beaucoup Nicolas Dufourcq, directeur général BPI France, d'avoir été notre invité. Dans un instant, on va faire un plateau industriel avec Elisabeth Ducotelet, PDG du groupe Tuan, qu'on connaît bien dans Good Morning Business. Anne-Charlotte Fredenucci, la présidente du groupe Amera, qui était une lauréate des BFM Awards de l'an dernier. Et puis David Bettan, directeur des opérations du groupe HRT. C'est de la machine-outil et des machines-outils pour fabriquer. Il en faut. Il y en a 3000 sur le salon. 3000, ça va faire du bruit. Mais nous aussi. À tout de suite.